Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. On parle diplomatie ce soir. Algérie, Maghreb, Sahel, Afrique, Russie. Quel rôle donc pour la diplomatie algérienne, notamment la nouvelle diplomatie, puisque Ramzan Lamamra donc a été limogé dernièrement. Et c'est Ahmed Attaf donc qui prend les commandes. On rappelle que Ahmed Attaf, le nouveau patron de la diplomatie algérienne, était déjà aux commandes entre 96 et 99, notamment et toujours pour le RND. Donc on le sait tous que la position géographique de l'Algérie, certes, est une réelle puissance, mais indépendamment de cette position géographique, nous allons essayer de comprendre aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de pays stable ou instable, en tout cas pour le président algérien. Il évoque énormément cette stabilité. Y a-t-il réellement un cap pour la diplomatie algérienne ? Y a-t-il un regard sur le monde ou alors c'est le flou total au sein du pouvoir algérien? On reviendra bien évidemment sur la première visite officielle d'Ahmed Attaf en Mauritanie. On va essayer de revenir un peu sur ce qu'ils ont évoqué. Le Mali aussi. Un élément important aujourd'hui. Et puis la puissance et la légitimité du pouvoir au sein de la diplomatie à l'international, son rôle, mais aussi sa crédibilité, sa légitimité, quand on sait qu'au sein du pouvoir algérien, il y a aujourd'hui un énorme degré de légitimité, de relation de confiance entre le peuple et le pouvoir. En tout cas, on le voit encore aujourd'hui, notamment avec un pouvoir qui a énormément du mal à créer un lien de communication, tout simplement un lien de confiance avec les Algériens et les Algériennes, notamment lorsqu'il s'agit d'urnes, de scrutins, de votes. On se souvient de ces boycotts qui se sont déroulés dernièrement, mais tout simplement un chef d'État, un président qui va à la rencontre de son peuple. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà un peu les axes que nous allons évoquer. Nous allons revenir bien évidemment sur le Soudan. Aujourd'hui, l'Algérie, patronne de la Ligue arabe. En quoi, justement, la Ligue arabe joue-t-elle un rôle, peut-elle jouer un rôle? En quoi l'Algérie, certes, le président algérien a fait rapatrier un certain nombre de citoyens et citoyennes vu le contexte et la violence qu'il y a au sein du Soudan, mais est-ce que là, cela suffit énormément? Nous allons essayer de comprendre, voilà, cette union africaine, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est absente? Quel rôle peut-elle jouer? Sur le plateau, Lias Djebali, ingénieur économiste, analyste, militant politique, bonsoir. Bonsoir Chaben, merci pour votre invitation. À tous mes compatriotes, aussi bien à l'intérieur et à l'extérieur, l'Eid Nouen, Tamerboh, Saha Eidkoum à tout le monde. Merci à vous. Merci infiniment, cher Lies. Avec nous, il est à Washington, directeur de la Watching Independent Show Social Washington. Merci Hamid Lelou d'être avec nous. C'est toujours un plaisir. Merci à toi et un grand bonjour à tout le monde, en particulier à notre frère Ilyes qui est avec toi sur le plateau. Merci infiniment, merci à tous les deux d'être présents. On va parler donc de diplomatie. La première sortie, Ahmed Attaf, donc je le rappelle, ça c'est important parce que ça donne peut-être le ton aussi de ce pouvoir, de ce gouvernement, ou dans le cadre d'un remaniement, alors en général, lorsqu'il s'agit d'un remaniement, en général, un chef d'État va essayer de trouver une pépite, une nouvelle personne, quelqu'un qui sort un petit peu, apporter de la fraîcheur, de la nouveauté, une nouvelle dynamique. En tout cas, le président algérien a pris la décision donc de ressortir donc un ancien du RND, c'est Ahmed Attaf, fidèle aussi au pouvoir algérien, fidèle au poste. Il est là depuis pas loin de 2 ans, si je ne me trompe pas, à la DGSE, au service extérieur. C'est Djabar Mahna. Regardez ces quelques images. Je demandais à Karim de nous les diffuser à l'écran. Et c'est la première question que je vous pose. Pourquoi est-ce que Djabar Mahna est aux côtés de Ahmed Attaf? Voilà, les images devraient arriver. Et c'est la première réaction que je vous demande, donc chers invités. Voilà, donc on va voir ces représentants-là, en quoi donc le ministre, voilà, vous avez donc à droite de votre écran, donc la deuxième, pour ceux qui ne connaissent pas, la deuxième personne en partant de votre droite, chers téléspectateurs, Djabar Mahna, et puis là vous avez bien évidemment donc Ahmed Attaf. Hamid Lelou, place à nos invités de l'étranger. D'un point de vue général, on va dans quelques instants revenir un peu d'abord sur la diplomatie
en général algérienne, le flou a-t-elle aujourd'hui réellement un cap? Mais d'abord, d'un point de vue général, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la DGSE se pointe en Mauritanie? Est-ce que l'armée n'a pas confiance au président algérien, puisque Ahmed Attaf représente le président Abdelmadjid Tebboune? Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que malheureusement c'est la tradition en Algérie, la sécurité, l'armée doit être présente? Il n'y a pas de mal. En fait, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal dans les coutumes diplomatiques d'avoir un représentant de vos services de sécurité qui accompagne votre ministre. Il n'y a aucun mal. Si ça avait été un autre personnage, peut-être ce serait passé inaperçu. Sauf que Jabbar Mahanna a un passif très lourd et du coup, là où il passe, il y a des dégâts, ne serait-ce qu'au niveau communication. Alors vous lisez, c'est bien parce que comme d'habitude, vous lisez entre les lignes et même dans mes pensées, effectivement. La question, alors qui est pas un mal, alors le but c'est pas qu'il y ait un mal, mais c'est peut-être de comprendre d'abord pourquoi d'un point de vue général. Absolument. Vous allez répondre pourquoi est-ce qu'à un moment donné un pays, un État propose à la sécurité d'accompagner un ministre des Affaires étrangères. Et puis aussi effectivement pourquoi ce choix, puisque à l'international on a encore peut-être une image qui peut être décrédibilisée, un peu bafouée, un peu erronée, un peu négative, puisque voilà, plus on avance en politique en général, pour une grande partie, souvent les politiques ont quelques dossiers derrière eux. Je ne sais pas si vous le saviez, mais j'ai vécu et travaillé en Mauritanie pendant une quinzaine d'années. Ah. Donc c'est un pays que je connais comme ma poche. J'ai été pratiquement partout sur le terrain parce que je faisais de la logistique et du tourisme et du développement durable. L'Algérie partage avec la Mauritanie une frontière terrestre assez importante qui monte à quelques centaines de kilomètres, mais toute cette zone, c'est une zone militarisée à ce jour. Officiellement, la frontière entre l'Algérie et la Mauritanie, la frontière terrestre, était fermée du fait du conflit du Sahara occidental et aussi du fait que c'est une zone rocheuse, montagneuse, où se situe un petit peu le positionnement opérationnel du Front Polisario, la région qu'on appelle l'Ahmada. C'est une région qui est contrôlée plutôt par... il y a une zone tampon entre la Mauritanie et l'Algérie qui est contrôlée par les Sahraouis, militairement, opérationnellement parlant. Ça, un. De deux, pourquoi la visite en Mauritanie et pourquoi le chef des services de sécurité algérien accompagne le ministre des Affaires étrangères? Parce que la Mauritanie, du fait de cette frontière qui n'est pas claire, qui n'est pas très très bien surveillée parce qu'elle est difficile d'être surveillée. Il y a aussi le trafic transfrontalier des contrebandiers, des criminels et même certains policiarios certainement qui sont transformés en contrebandiers. Il faut aussi compter le fait que la Mauritanie était une chasse gardée de l'Algérie dans les années 70-80. Pour information, la première monnaie mauritanienne Lougia, qui a été instituée en Mauritanie après avoir quitté le franc CFA, a été imprimée en Algérie pendant des années. Pendant quelques années, la monnaie mauritanienne était frappée et imprimée à Alger même. Donc, d'où l'importance de la Mauritanie à l'époque. On avait la plus grosse compagnie mauritanienne, c'était Almap, c'est-à-dire Algéro-Mauritanienne des pêches, et je peux parler de la Mauritanie des heures et des heures. Je reviens à vous dans un instant. Hamid Louba, une première réaction pareille, voilà, après ces quelques éléments. Ça vous surprend pas? C'est normal aussi pour vous qu'un responsable de la haute sécurité, bon là notamment il s'agit de l'Algérie, parce que c'est vrai que quand on lit entre les lignes,
C'est vrai que l'Algérie, il faut que tu aies toujours, malheureusement, on l'a vu voilà, dans ces dernières images, dans le cadre des écoles, c'est une rentrée scolaire et elle est très importante pour une nation. On voit les militaires, aujourd'hui on voit encore la sécurité. Voilà, avoir un peu votre regard sur cette première visite. C'est la première hein, du ministre des Affaires étrangères. Enfin, mon regard, je vais essayer de décortiquer, j'essaie d'analyser ce que j'essaie de comprendre. On a M. Attaf qui vient d'être désigné. Il a remplacé M. Amamala, qui a été poussé à la porte, hein, on l'a poussé à la démission. Sa première visite à l'extérieur, en Mauritanie puis au Mali. On va revenir au Mali. Et on le voit accompagné par M. Jabbar Mhenna, monsieur anti-subversif, monsieur qui est venu récemment à Paris, une visite discrète, et qui a demandé aux autorités françaises de neutraliser les opposants. Monsieur qui a été... Ça c'est avéré, c'est des éléments que vous avez... C'est avéré ou pas, en tout cas, avéré ou pas, en tout cas, on va essayer un petit peu de décortiquer son curriculum vitae. C'est monsieur qui avait toujours la confiance de monsieur Toffer, général, tout le monde le savait. Deuxièmement, qui a été trempé dans les coups sécuritaires entre 92 et 98, qui a été accusé pour corruption, blanchiment d'argent, enrichissement illicite, abus de pouvoir en 2019. Ce monsieur, ce général, entre déclin et splendeur. Accompagné un ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire, moi, si je considère qu'il le marque à la culotte, c'est-à-dire que les services secrets sont toujours présents. Il va l'accompagner, est-ce qu'il va l'accompagner aussi bien en Mauritanie et au Mali, sachant qu'il a été, c'est un envoyé spécial de M. Tebboune au Mali aussi, pour parler de la région le nord du Mali, Kidali, les services secrets algériens, Azawad, CMA, l'accord de paix d'Alger, tout ça, l'ombre des services secrets algériens et l'ombre de ces généraux qui doivent accompagner, marquer à la culotte un ministre des Affaires Dernière étrangères. petite question sur un peu la présence. Il est au Mali aussi. Hein, il est aussi au Mali. Le président algérien, il est dans l'obligation encore actuellement, malgré cette nouvelle Algérie, malgré cette image qu'il a envie de redonner, à se redorer le blason peut-être, se redonner aussi au niveau national et à l'international. Malgré ça, il est dans l'obligation, selon vous, de continuer tout de même à composer avec un hommage rendu à Jabbar Mhenna en juillet dernier et puis au général Nazar. Et puis encore là, il est obligé, selon vous, de composer avec ses anciens. Il aurait pu se dire, on redynamise, on met des nouveaux, on donne une fraîcheur, une nouveauté. Il n'arrive pas, il est incapable, dans l'incapacité de se défaire de ses puissants. Est-ce qu'il a le pouvoir? Il n'a pas le pouvoir, il faut le savoir, il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir. Donc il est dans l'obligation. Il est dans l'obligation de composer. Avec d'ailleurs, il a décoré alors qu'ils n'étaient pas présents. Vous vous rappelez? Oui, on l'a alors dit. qu'ils n'étaient pas présents, il a décoré l'ex-général Nazar, maintenant Jabbar Mhenna. Il est obligé de composer. Et j'en suis sûr que M. Attaf, qui était... Il n'a pas été choisi par ses soins. Est-ce qu'il a été choisi par ses soins ou il a été choisi par les services secrets aussi? Donc tout ça... En tout cas, il est de retour. Je rappelle, il était présent entre 96 et 99. On avance. Hamid Lellouche, je viens à vous maintenant. Voilà, après un peu cette première interrogation, parce qu'elle est importante aussi sur la forme et qui dit diplomatie, dit communication, dit stratégie, dit intérêt. La diplomatie d'un point de vue général en Algérie, est-ce que c'est toujours pour vous, on l'a déjà évoqué avec nos invités, d'ailleurs j'avais eu le plaisir aussi de vous convier, il y a toujours ce mot de flou total, peut-être manque de cap, manque de cohérence, il y a aussi souvent, notamment je crois que c'est Karim Tabou qui il y a quelques semaines évoquait cette logique de pouvoir et non une diplomatie dans une logique de stratégie de développement, puisqu'une bonne diplomatie, c'est dans l'intérêt du pays, donc dans l'intérêt du peuple, en l'occurrence des Algériens et des Algériennes. Alors, dans le cas général, et en particulier en ce qui concerne l'Algérie, diplomatie, il y a deux aspects. Il y a ce que le pouvoir en place dit, ou prétend dire et faire, et ce qu'il peut faire sur le terrain. Il y a deux choses. Et on voit, moi, c'est pas le flou, moi je dirais décalage.
il y a décalage entre ce qu'ils disent, ce qu'ils prétendent pouvoir faire, ce qu'ils prétendent faire et ce qui se fait en réalité. Par exemple, ils parlent beaucoup de la diplomatie au niveau international, bien sûr. L'Algérie est la présidente en exercice de la Ligue arabe et pourtant, il y a eu 2 camouflés, même 3 depuis. Le premier, c'était avant l'avènement de la dernière réunion à Alger, on parlait du retour de la Syrie. Au lieu de ça, ça ne s'est pas discuté à Alger, c'est Sisi de l'Égypte qui avait convoqué une réunion restreinte de 5 pays pour discuter de l'avenir de la Syrie à l'époque, c'est-à-dire de l'année dernière. Et c'est à ce moment sans l'appui de l'Afrique du Sud, l'Algérie n'a aucune voix en Afrique, même en Afrique. C'est l'Afrique du Sud qui traîne l'Algérie comme une charrette derrière. C'est-à-dire Eh bien, par exemple, il y a eu par exemple cette réunion où ils ont fait beaucoup de tam-tam à Alger. Soi-disant, l'Algérie a fait virer l'observateur israélien lors de la commission africaine. Ce n'est pas vrai, ce n'était pas l'Algérie, c'était l'Afrique du Sud. Par exemple, une autre gifle, c'est il y a quelques semaines, la commission de l'UMA, Union maghrébine arabe, avait envoyé son représentant permanent au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Afrique, de l'Union africaine. L'Algérie n'avait pas fait partie de ça. C'était les autres pays, pour ne pas citer lesquels, qui ont envoyé celui-là, alors que l'Algérie n'avait rien à voir là-dedans. Notre ami Ilyas a parlé des accords d'Alger, et moi j'avais publié un article académique sur lequel je me suis fait attaquer dans une plateforme, je sais qui a fait ça, en disant que moi j'étais contre les accords d'Alger. Moi j'ai dit les accords d'Alger, en théorie ils sont bons, mais ils ne tiendront pas justement parce qu'il n'y a pas de la consistance. La politique algérienne, la diplomatie algérienne, et moi je l'ai dit lors de vos émissions, si vous vous souvenez, quand Tebboune et ses acolytes n'arrêtaient pas de nous dire que la colonne vertébrale c'est l'armée, 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 et il y a quelques semaines il dit il n'y a pas de pays sans économie. La puissance d'un pays se mesure à ses capacités économiques, alors que moi j'ai dit non, c'est 3 piliers qui se valent. C'est l'armée, c'est l'économie et aussi c'est la diplomatie et la légitimité populaire. Donc tout ça, ça manque à l'Algérie et c'est pour ça que les accords du Mali, puisque votre invité a mentionné ça, je peux vous dire que l'Algérie, la manière dont elle gère ce genre de crise, c'est une gestion financière. Absolument. Elle signe des chèques à des chefs de tribus, à Rali, entre autres, et d'autres. Et toutes ces tribus, les chefs de tribus, ils font des accords qui sont appelés à se défaire au bout de 6 mois ou d'1 an. C'est pour ça qu'il n'y a pas cette durabilité. L'autre camouflet, c'est de dire que le problème, par exemple, au niveau de la diplomatie actuelle algérienne vis-à-vis de l'Afrique, c'est que le régime algérien actuel, Tebboune en particulier, regarde l'Afrique avec les yeux des années 60-70. L'Afrique a beaucoup changé. L'Afrique a beaucoup changé. Je reviens à vous, Hamid Lelouna.
Effectivement, le regard, c'est un élément que j'évoquais tout à l'heure. Le regard, il est important. Et puis, voilà, le monde bouge. Il faut bouger aussi, mais surtout on va essayer de comprendre aussi avec vous l'Union africaine. On voit l'Union européenne qui s'est tout de même mobilisée face à Vladimir Poutine, par exemple, dans le cadre de ce conflit ukrainien avec la Russie. Je rappelle qu'il a démarré il y a un peu plus d'1 an. Malheureusement, c'était le 24 février 2022. Mais il y a aussi l'Union africaine. En quoi l'Union africaine aujourd'hui, c'est une question que je vais vous poser derrière, messieurs, elle peut-elle avoir un impact aussi sur le Soudan, par exemple, et d'où donc l'Algérie joue un rôle important. Je vous donne la parole, juste donner 2-3 éléments sur la Mauritanie. Voilà ce que nous a dit Ahmed Attaf, c'est une première visite qui constitue la preuve de la solidité des relations entre l'Algérie et la Mauritanie et témoigne de la forte volonté du président algérien de tisser ces relations au plus haut niveau. Des questions importantes ont été évoquées, des questions qui intéressent nos deux pays, dit le ministre, ont été abordées dans le sillage de la situation délicate et sensible que vit la région arabe, en particulier notamment la situation en Palestine et au Soudan. Lias Djebali, vous avez donc la parole. Peut-être un mot, c'était la question que je posais de base, sur la diplomatie en général, et puis vous vouliez aussi développer un peu des éléments, vous rejoignez un peu sur ces éléments-là, sur notamment le Mali par exemple. Parfait. Alors, il faut que nos compatriotes comprennent que la diplomatie algérienne n'est plus comme d'antan. Avant, au temps de Ben Sader Ben Yahya, on avait d'éminents ministres des Affaires étrangères. Il y avait une diplomatie algérienne qui a donné satisfaction et qui était très solide. Excusez-moi, même si le président algérien a dit clairement qu'entre 2013 et 2020, statu quo, avec les problèmes de santé notamment, l'ancien chef d'État, pas de diplomatie, mais il dit clairement, le président algérien, il se réjouit de cette nouvelle diplomatie depuis qu'il est arrivé. La diplomatie algérienne, elle a commencé à battre de l'aile depuis 2013, depuis l'AVC de M. Bouteflika. C'est ça la réalité. Le point de départ, c'est ça, en fait. On essaie de décortiquer, de voir l'Algérie en Afrique. L'Afrique de l'Ouest, on a du mal à percer. L'Afrique de l'Ouest, quand je dis l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est le Maroc qui a la même mise sur cette porte d'entrée. Le Mali, soi-disant, c'est un pays limitrophe, c'est un pays du Sahel, c'est un pays voisin. On a du mal aussi à avoir une diplomatie qui est crédible. En quoi elle est importante? La France s'est retirée du Mali, par exemple. La France, elle s'est retirée du Mali. C'est l'Algérie qui l'a remplacée parce qu'il y a une diplomatie, parce qu'il y a une tradition entre le Mali et l'Algérie, parce que l'Algérie, elle a parrainé ce qu'on appelle les accords de paix d'Alger, on les appelle accords de paix et de réconciliation. On essaie de voir pourquoi la diplomatie algérienne elle a du mal à fonctionner au Mali. Le 9 janvier 2023, la visite de l'Armamara, envoyé spécial du président Tebboune, une visite de travail, accompagnée de l'ambassadeur d'Algérie au Mali. Le 26 février, Tebboune il reçoit les ex-rebelles de CMA, la coordination de mouvements Azawad, c'est-à-dire qui sont implantés au Mali du Nord. Et c'est des ex-rebelles et signataires de l'accord de paix d'Alger. Et maintenant, il envoie Attaf. Au bout de quelques mois, au bout de 2 mois, on voit une avalanche de visites. Ça laisse à supposer, ça laisse à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi, par exemple? Là, on comprend que... C'est que le Mali n'est pas content de la diplomatie algérienne. C'est qu'il sait que le Mali, le nord du Mali, Kidali, qui est la capitale, qui est gangrénée par les services secrets algériens, c'est eux qui font le pluie et le beau temps. Donc, en fait, la position algérienne, elle a du mal à fonctionner. Mais quelle est cette position justement? À vous écouter, on a l'impression, c'est assez simple ce que je dis, mais il y a toutes ces visites qui défilent et qui ne servent à rien. Et c'est un peu la question de ce soir, le rôle de la diplomatie algérienne, notamment sur tous ces secteurs-là. Donc toutes ces visites, réellement, c'est du public relations? Oui, alors moi je vais essayer de vous poser juste une question. Pourquoi la proposition de l'Algérie, un pays neutre, pour une réunion entre
les mouvements indépendantistes du Mali du Nord et le gouvernement malien, ça a été refusé par les autorités maliennes. C'est-à-dire que la diplomatie algérienne, elle a du mal à avancer, elle a du mal à trouver une issue crédible entre les deux parties. La Mauritanie aussi, c'est le chéquier qui a toujours fonctionné. Il faut savoir que la route Tindouf-Zouéret vers la Mauritanie, une route de 773 km, elle a été toujours financée par l'Algérie. Il y a une faible coopération économique. C'est des denrées alimentaires. Donc la Mauritanie, elle est instrumentalisée par l'Algérie sur la question du Sahara occidental. Donc, il n'y a pas vraiment une diplomatie qui est crédible, qui est saine et qui se tient. La position de l'Algérie vis-à-vis du conflit russo-ukrainien, elle a du mal à prendre position. On ne sait pas si elle soutient la Russie, qui est quand même, c'est un pays qui a envahi l'Ukraine, ou elle a du mal à soutenir l'Ukraine parce que c'est un pays qui a été envahi. Il faut savoir quelle... Alors le président algérien, bon d'abord faut rappeler aux téléspectateurs que dernièrement donc Kiev a retrouvé son ambassadeur algérien. Abdelmadjid Tebboune s'est toujours dit non aligné. Il a même d'ailleurs affirmé que l'Algérie était une puissance capable, ça va peut-être vous faire rire, mais médiatrice en tout cas, qui pourrait jouer le rôle vraiment de modérateur, de créer un peu le lien entre l'Ukraine et la Russie notamment pour apaiser ce conflit. Hamid Lelou, est-ce que encore une fois l'Algérie par exemple sur la Mauritanie doit ménager la chèvre et le chou, notamment par exemple sur cette question du Polisario? Est-ce qu'à un moment donné elle n'a pas crainte aussi que la Mauritanie soutienne et reconnaisse le Polisario? Par exemple, Lies Djebali parlait de la Russie. C'est vrai qu'aujourd'hui les relations avec la Russie et l'Algérie depuis plusieurs années en armement sont importants, mais il ne faut pas non plus se mettre dos à l'OTAN et l'Europe. L'Europe qui, je rappelle, est pour aller vite, contre la Russie tout de même, notamment sur les attaques de Vladimir Poutine. Est-ce qu'on a encore une fois ici aussi une Algérie qui doit être stratégique dans ce sens, de ménager un peu les choses, ou est-ce qu'elle n'a pas justement de stratégie, de réelle force, de réel cap? Alors, le problème du régime algérien et de l'Algérie même, c'est que, en ce qui concerne la Mauritanie, le Sahara occidental, le Mali, le Niger et la Libye, tous ces problèmes-là, elle est en situation très, très inconfortable. Je m'explique. En médiation diplomatique, vous ne pouvez pas être médiateur si vous avez des intérêts dans les conflits lui-même. C'est-à-dire que pour être un médiateur solvable, il faut être impartial, il ne faut pas avoir d'intérêt. Et quand vous partagez des frontières terrestres, de deux, cultures, échanges, communautés, etc., vous ne pouvez pas vous affirmer comme un médiateur. Un médiateur doit être quelqu'un de l'extérieur qui n'a aucun intérêt. Moi, j'ai rien à voir, c'est la communauté internationale qui va s'en charger. Non, vous faites partie du problème. La Mauritanie, elle fait partie du problème du Sahara occidental parce qu'il faut savoir que jusqu'en 91,
plutôt 1981, le Sahara occidental était partagé entre le Maroc et la Mauritanie. Donc les Sahraouis se battaient aussi bien contre les Marocains du côté nord et le côté sud jusqu'en 81, où Haïdala, qui était le président à l'époque de la Mauritanie, qui fait partie d'une tribu, la Orossiyine, qui est d'origine sahraoui, il a dit « Moi, je me retire, je ne veux pas me battre contre mes propres frères ». Donc, c'est très, très complexe du point de vue déjà qu'il y a une multitude de complexités et aussi parce que l'Algérie est liée à ces problèmes. Donc, tu ne peux pas être médiateur. Il faut arrêter de nous sortir, de nous bassiner avec cette histoire de médiation. Tu ne peux pas être médiateur parce que tu es partie prenante. Et tant que l'Algérie refuse d'admettre qu'elle est partie prenante dans ces conflits, eh ben, on n'ira pas loin. On n'ira pas loin. Maintenant, est-ce que... C'était peut-être le dernier point que je voulais évoquer, mais transition toute faite. Effectivement aussi, peut-être pour jouer rôle de médiateur, on sait aujourd'hui qu'il y a un degré assez conséquent d'illégitimité, je le disais tout à l'heure en ouverture d'émission, entre le pouvoir politique actuel en place. Il y a un gros degré d'illégitimité, de confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire avoir un cap diplomatique, avoir de bonnes relations et donc, voire même jouer un rôle de médiatrice quand on sait que le chef de l'État aujourd'hui ne peut pas rencontrer son peuple? En effet, votre politique étrangère n'est que le reflet de votre politique intérieure. Si vous manquez de légitimité à l'intérieur, vous ne pouvez rien faire à l'international. Regardez tous ces pays développés, que ce soit les États-Unis ou ailleurs. Il y a une réaction peut-être de l'IS. Oui. Moi, en fait, l'illégitimité, les pays comme le Mali, comme le Tchad après l'assassinat d'Idriss Déby, en fait, c'est son fils qui a pris le pouvoir. Si on prend le président qui a une carrière militaire ou qui est de formation militaire, Goïta, ces pays-là ne sont pas regardants si le régime algérien est légitime ou pas. Parce qu'ils ont besoin de l'Algérie. C'est parce que c'est des pays qui sont vulnérables et qui sont fragiles et qu'ils ont besoin du portefeuille. Il faut savoir que l'Algérie a toujours pratiqué ce qu'on appelle le chéquier. Il faut savoir que l'Algérie, elle a effacé une dette de 900 millions de dollars. Donc, oui, ces pays ne sont vous parlez de l'intérêt. Ça peut se comprendre, ils sont dans leur intérêt. Tout à fait. Mais en tout cas, pour le peuple algérien. Mais ceux qui sont regardants, des pays comme par exemple les pays, les nations libres, démocratiques, comme les États-Unis, quoique les États-Unis, la question des droits de l'homme en Algérie, pour elles, c'est une question subsidiaire parce qu'elle a besoin, les États-Unis, il faut le dire, ont besoin d'une Algérie, ont besoin de l'armée régulière algérienne pour sécuriser sécuriser le Sahel et pour la lutte contre le terrorisme. La France aussi a besoin aussi de l'Algérie qu'on le veuille. Non mais pas. ça, Alyes Djebali, ça je crois qu'on l'a compris, on l'évoque assez ici. Que tous les pays en général, oui. Ils font du politiquement correct, de la diplomatie. On a vu la représentante américaine en Algérie il y a quelques jours, début février, qui s'exprimait sur l'affaire Hassan El-Khadi. Elle est restée très succincte et je crois que Hamid Delou s'était exprimé en disant voilà, c'est tout à fait normal parce qu'on ne peut pas se mouiller. Mais là, on parlait vraiment, là, en l'occurrence, du pouvoir algérien, de l'État algérien pour son pays, pour son peuple. Est-ce qu'on disait, voilà, est-ce qu'à un moment donné, lorsqu'on a un degré d'illégitimité, Hamid Delou disait, voilà, c'est la popularité, la légitimité au sein d'un pays. Est-ce que c'est tout simplement l'image qu'on peut donner à l'international? Est-ce que vous êtes... En fait, c'est que le régime, Tebboune n'a pas de légitimité. Ce régime n'a pas de légitimité. La légitimité, c'est le peuple qui donne la légitimité. Quand on veut vraiment faire fonctionner la démocratie, on revient au peuple. C'est le peuple qui vous mandate, qui vous donne le mandat et qui vous donne cette légitimité et qui vous donne cette substance pour avancer, pour faire valoir. Il a du mal, il n'a pas cette légitimité. Donc c'est un régime illégitime. Pour moi, à partir du moment où... sur la diplomatie. Non, en fait, il cherche cette légitimité sur le plan international. Il la cherche. Il n'est pas obligé de l'avoir parce que pour lui, il s'impose par la force des armes, par la force de la puissance. Donc pour lui, le peuple, c'est une question secondaire. Tebboune, il a toujours dit que les élections ne m'intéressent pas, que le résultat des élections ne l'intéressait pas. La participation. La participation, pardon. Les 25%
les 25% lors des élections législatives, ça ne l'intéressait pas. Ça veut dire que la démocratie ne l'intéressait pas, ça veut dire que le peuple ne l'intéressait pas, ça veut dire que la voix du peuple ne l'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il cherche ? Or, lui et tout le régime, il cherche la légitimité à l'extérieur. Donc, il va tisser sa légitimité à l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, il l'a pas. Il l'aura pas tant qu'il n'a pas compris que ce peuple veut un changement de façon pacifique, une alternance, une alternative à ce régime. Donc il l'aura jamais. Et on sait bien que Tebboune n'est jamais sorti du palais de Mouradia. Je pense qu'il n'est jamais sorti. Est-ce que vous l'avez vu aller consulter le peuple, voir le peuple ? Hélas, non. Voilà. Hamid Lelou, je voudrais qu'on avance aussi un peu. Présidence de la Ligue arabe, l'Algérie, je voudrais avoir votre regard aujourd'hui. L'Union européenne, on en parle assez. Tout de même, ça, on peut remettre en cause l'Europe, hein, bien évidemment. Ses fragilités, on l'a vu dans le cadre de la Covid, par exemple, mais aussi dans le cadre du conflit l'Ukraine-la Russie, même si on a vu quand même une certaine solidité. Voilà, des choix qui vont dans le même cap, notamment à vouloir sanctionner et à dénoncer ce que fait Vladimir Poutine. Voilà, pour vous aujourd'hui, l'Algérie, la Ligue arabe, l'Union africaine, inexistante, fragilisée, il y a un réel pouvoir, notamment donc la question, le Soudan. Donc je rappelle aux téléspectateurs que le président algérien donc a donné l'ordre donc de rapatrier les ressortissants qui ont été évacués du Soudan sur ces dernières heures. C'est très bien, bien sûr, mais est-ce que cela suffit ? Est-ce que voilà, la Ligue arabe, l'Union africaine, l'Algérie peut avoir un rôle important, peut-être pour essayer de voir un peu ce qui se passe sur le terrain et puis de faire en sorte que les Soudanais, que les choses s'apaisent au Soudan ? Est-ce que la parole c'est pour moi ? Oui, c'est pour vous, Hamid Lelou. Oui, alors vite fait, je vais rajouter quelque chose. Je vais rajouter un petit peu de l'eau à ton moulin, mon cher Chaban, en parlant de diplomatie. La diplomatie, en deux mots, c'est quoi ? La diplomatie, mis à part faire du tam-tam et tout le brouhaha par rapport à la diplomatie, c'est dans les faits. Les faits, c'est l'influence. On fait de la diplomatie pour avoir de l'influence. Et maintenant, à l'état actuel, dans le monde entier, ton meilleur diplomate, ce sont tes commerçants, ce sont tes entreprises à l'international. Et du coup, c'est pour ça que si tu as une légitimité à l'intérieur de ton pays, par conséquent, ton économie se développe, surtout le secteur privé. Et ce secteur privé qui va porter ta diplomatie, il n'y a qu'à voir toutes les visites d'État des chefs des grands pays, ils se font accompagner des fois par une centaine de chefs d'entreprise parce que le chef d'État, c'est un commerçant, il va vendre à l'international grâce à ses entreprises. Ça, c'est pour fermer la parenthèse de la diplomatie. Maintenant, la diplomatie algérienne en Afrique, le meilleur moyen de l'expliquer, c'est par des exemples. Le Soudan, ils ne l'ont pas vu arriver et pourtant, ça bouillonnait, tout le monde le savait. Encore une fois, le Soudan, c'est un pays que je connais très bien. J'ai passé 9 mois au Darfour Ouest, à 15 km à la frontière du Tchad, entre le Tchad et le Soudan. Donc, je connais bien le sujet. Khartoum, j'y ai vécu. Je reconnais les images de Khartoum. Ce qui se passe, c'est en 2011, le Soudan a été divisé entre Soudan Nord, Soudan Sud. Et moi, à mon avis, ce qui se passe en ce moment, ce n'est que les débuts d'une autre subdivision du Soudan où Darfour va aller tangente parce que justement un des rebelles des forces spéciales, c'était un chef des Janjaweed. Janjaweed, ça veut dire Al-Jannah al-Jawad. C'est une milice pro-arabe contre les Darfouris. Et l'Algérie n'a pas vu faire ça. Et maintenant, on sait que c'est le Qatar, c'est l'Arabie Saoudite et la Russie qui font des influences pour essayer de rapprocher les parts. Moi, j'ai été au Soudan. Je n'ai jamais vu une action algérienne sur le terrain. Quand ils disent on va évacuer la communauté algérienne, je vais vous dire quelle est la communauté algérienne au Soudan. Les diplomates et leurs familles,
et quelques travailleurs oui, très peu, effectivement. de l'humanitaire. Alors, Hamid Lelou, il nous reste 12 minutes. Une réaction sur le même sujet. Vous voulez réagir par rapport Absolument. à ce que disait... Alors, le Soudan est une grosse équation très complexe pour l'Algérie. À la rigueur, si c'était l'Égypte, je comprendrais. Mais pour l'Algérie, c'est très, très compliqué. Le Soudan, après sa partition, comme c'est un pays continent quasiment, quand il a été partitionné en deux, on voit bien, c'est les militaires qui ont du mal, qui gèrent le pays. La transition démocratique, le marhala intiqaliya n'a jamais fonctionné. Le pouvoir n'a jamais été remis aux civils. Une transition d'union nationale avec des militaires observateurs mais pas décisionnaires. On a vu que l'influence de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis qui ont destitué Omar al-Bashir en 2019 et qui ont misé sur le Borhan. Et on voit maintenant un autre militaire, un autre jeune militaire, un colonel ou commandant qui est doté de 100 000 hommes, qui se font la guerre, et c'est le peuple soudanais, et c'est le grand peuple soudanais qui le paye. Après, maintenant, on se pose la question, est-ce que c'est pas qui visait, c'est le Darfour, avec les territoires, avec les mines d'uranium, d'or et pétrole. Il faut savoir aussi à la construction du grand barrage du Nil en Éthiopie aussi, que l'Éthiopie elle a construit un grand. C'est pas l'Algérie qui devrait s'inquiéter. Moi, je dirais c'est l'Égypte qui devrait s'inquiéter. Et parce que je vois pas qu'est-ce qu'elle va faire l'Algérie, la diplomatie algérienne au Soudan, parce que l'équation elle est tellement haute, elle est tellement complexe. Même l'Égypte elle a du mal à. Je pense que les pays qui peuvent s'impliquer pour résoudre le problème soudanais, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et je veux dire l'Égypte. Ce sont le trio. L'analyse ce soir, je quant à l'Algérie, je rejoins mon ami Hamid, quant à l'Algérie, elle a rapatrié ses ressortissants. Ça se résume de quelques familles de diplomates avec leurs enfants. Voilà, c'est tout. Donc, c'est la réalité. La diplomatie, ça, c'est de très haut niveau. Parce qu'il y a les États-Unis, il y a la Russie. Franchement, on est loin encore. Enfin, la diplomatie... On comprend effectivement, mais les questions qui se posent ce soir, c'est aussi avec ce qu'on nous donne. Et on a tout de même une série d'interventions maintenant depuis quelques temps, notamment du président algérien. Voilà, qui parle quand même d'une réelle puissance, d'un pays médiateur, d'un pays qui a toutes les clés. On a le balai des limousines maintenant, comme je le dis à chaque fois depuis quelques temps. C'était aussi ça un peu la question. Je termine toujours un peu cette émission en évoquant bien sûr le concerné numéro 1 qui vient de passer un mois de Ramadan très compliqué. Ce sont bien évidemment nos concitoyens, nos frères et sœurs algériennes. On va terminer peut-être sur une question qui les concerne. Hamid Lelou, pour commencer, Lias Jebali, vous terminerez. Du coup, on parle de diplomatie, donc d'intérêt. On a je le disais tout à l'heure, on vient d'en parler longuement, on a une puissance géographique, on a aussi une puissance en termes de superficie. On a l'eau, le soleil, les hydrocarbures, la terre, on a des pépites. Des écrivains aux scientifiques, aux chercheurs. On a une très belle jeunesse. Quand on parle de diplomatie aujourd'hui, même en parlant de diplomatie, si je pouvais conclure un peu cette émission, c'est qu'on a toujours un pouvoir qui est un régime qui est dans une logique de pouvoir et non une logique de stratégie de développement pour les citoyens algériens. Hamid Lelou. Tout à fait, tout à fait. Mais si vous permettez juste une seconde pour ajouter quelque chose sur le Darfour, l'Algérie pourrait jouer une diplomatie informelle, connaissant le terrain. Il y a une grande influence tijaniya algérienne au Soudan, particulièrement au Darfour. Donc si vraiment le régime algérien était malin, ils utiliseraient ces canaux de tijaniya. Malin ou capable. Très appréciés et très appréciés par les Soudanais. Maintenant, votre question sur le développement du pays. Allez-y. Oui, sur le développement du pays, l'avenir des Algériens et des Algériennes, qui dit une bonne diplomatie, ça veut dire aussi récupérer des moyens, pour être clair. Hein. C'est pouvoir vendre des hydrocarbures, c'est pouvoir dire aux étrangers, venez investir dans notre grand pays. C'est l'avenir de la jeunesse algérienne qui pourrait changer. Alors, est-ce qu'on est toujours dans une logique de pouvoir, c'est-à-dire tout pour nous, alors je ne parle pas de nous, mais du pouvoir, ou est-ce qu'on a vraiment aujourd'hui des gens au pouvoir qui sont dans cette stratégie d'un intérêt commun ?
sans aller par quatre chemins, quand on continue à voir que des jeunes Algériens moins jeunes, pour un post, pour un like sur Facebook, pour un commentaire sur une idée politique, ils se font ramasser, tabasser et jeter en prison pendant des mois et des mois. Qu'est-ce que vous pouvez espérer de ce régime? Un régime qui a peur d'une mouche. Qu'est-ce que vous pouvez espérer? Un régime qui, on ne cesse pas de le dire, qui n'a aucune légitimité populaire. Qu'est-ce que vous pouvez espérer? On peut pas. Les changements, malheureusement, en Algérie arrivent. On voit des changements, mais c'est des changements dans la continuité. Et moi, je dis au peuple algérien, je profite de cette plateforme pour m'adresser en 2 secondes au peuple algérien. Je leur dis que si le changement ne vient pas par vous, par le peuple algérien, et quand je dis peuple algérien, on a besoin d'un leadership. On n'a pas besoin du peuple pour sortir dans la rue. Le peuple ne sortira pas comme ça dans la rue. S'il n'y a pas un leadership bien précis, intelligent et un groupe de personnes, hommes et femmes qui travaillent ensemble sous l'influence de quelqu'un de charismatique, on n'ira pas loin. On va continuer à tourner autour du pot, on va continuer à crier fort et le régime va continuer. C'est comme s'il nous disait la caravane avance et les chiens aboient. Voilà, c'est ça c'est dans leur tête. Mais les chiens, quand ils aboient, ils leur font peur parce que cette caravane a tendance à s'arrêter, se retourner et taper sur le chien, alors que la bonne caravane, elle continue à avancer. Donc, une fois encore, moi je dis qu'il faut qu'il y ait des leaders charismatiques, 1, 2, 3, qui se manifestent, qui s'organisent et qui fassent apparaître ce sursaut populaire et bien sûr non violent et pacifique pour aller vers un changement réel. Une autre sortie du peuple sans leader, moi j'y crois pas. Il faut qu'il y ait quelque chose de clair et précis, un leadership bien clair et précis et qui mène le peuple vers un changement réel. Merci Hamid Lelo, je vous laisse, je vous garde, on termine l'émission ensemble. On va le mot de la fin avec vous, il vous reste un peu de temps. Le mot de la fin, mon père m'a toujours dit que l'Algérie, c'est comme la France et les États-Unis. C'est un pays continent quasiment multi-saison, 4 saisons. Il y a de tout en Algérie. Il y a le soleil, il y a la mer, il y a l'eau, il y a tout. Il y a tout. Il y a la jeunesse, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a les forces vives, il y a les synergies. Mais tout cela, tout ce beau gros potentiel est confisqué par un régime qui n'a pas compris que son heure est arrivée. C'est-à-dire il faut passer à autre chose. Laisser ce peuple vivre de façon décente, entreprendre, laisser-le vivre, travailler, étudier, développer. Qui va développer? Qui va investir dans notre pays? Il nous reste encore 3 minutes. Pourquoi il ne comprend pas? Pourquoi est-ce qu'il vraiment il ne comprend pas? Je pense que les hauts responsables qui sont là au sein du pouvoir, ils comprennent bien, ils le voient bien qu'il y ait des milliers de haragas, de familles. On a vu des bateaux, encore des personnes sur des bateaux qui rompaient le jeûne à l'heure du ftour. Il le voit, ce pouvoir algérien. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas envie d'agir? C'est que c'est un panier de crabes où les uns se tiennent avec les autres, personne peut bouger, ou est-ce que c'est vraiment une volonté? Je sais pas, ça doit être 2-3 clans qui forment un clan et qui ont du mal à céder, à comprendre, ou peut-être ils n'ont pas le déclic dans leur tête de dire il n'y a pas un homme sage, un général sage, un officier sage, un puissant sage qui dit baraket, 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 restituant ce pouvoir au peuple de façon pacifique, accompagnant à la transition pour ce peuple, pour qu'il puisse jouir de son pays. À quoi bon d'avoir un pays riche et quand le peuple est pauvre? Mais regardez, on a vu Ramadan, on a vu les prix, c'est mirobolant. Ils n'arrivaient même pas à indexer les salaires par rapport à l'inflation. Jusqu'à quand? Elle est où la limite? La limite, elle est où? On ne va pas dire à chaque fois Doula Madaniya Machi Askariya. Oui, nous le savons, mais il est temps de partir. Nous ne sommes pas contre l'armée. Moi, je le dis, je le redis. Nous ne sommes pas contre notre armée régulière. Nous sommes contre ceux qui instrumentalisent cette armée
à des fins pour leurs intérêts personnels. On a l'impression qu'il y a deux Algéries. L'Algérie, ça devient comme un système de caste. Un peuple qui a des yeux pour pleurer, il voit ce qui se passe, et une caste qui vit, qui est complètement amnésique, elle ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Le monde évolue, et le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, à ceux qui comprennent que le changement est maintenant. Merci. Maintenant. Merci, Elias Djebali. Voilà, pour juste vous dire que l'ONU condamne la détention arbitraire de monsieur à qui on a une pensée, Mohamed Baba Nadjar, ancien militant depuis 2005. Depuis, voilà, c'est peut-être l'un des plus anciens militants, militant pour la cause amazigh, donc l'ONU qui dénonce la violation de son droit au procès équitable et qui demande sa libération immédiate. Hamid Lelou, merci d'avoir été avec nous. Elias Djebali, merci. Dans un instant, mon ami, mon confrère, pour sa plume aiguisée, Jamaldine Benchenouf. Bonne soirée à tous.